du pied droit ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Fedeli, on se retrouve pour une nouvelle émission hebdomadaire, votre émission 100% sport du mardi soir, 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club, ça avance, cette saison 5, on commence à en voir le bout, mais on en est quand même au 26e épisode de cette émission hebdomadaire, ça commence à faire. Pour parler de sport, il y a des choses à dire ce soir, il y avait une sacrée soirée, on en a pris plein, l'Émirette, Adam, il nous fait le plaisir d'être de retour, comment tu vas Adam ? Bonsoir, ça va super après un match comme ça. Comment ne pas aller bien voilà, spectaculaire et j'ai hâte de parler de ça. C'est bien, en plus on n'a pas trop dit encore ce que c'était, c'est bien, on tease un petit peu, restez avec nous pour parler de l'actualité aussi. Théo qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, comment ça va ? Ça va et toi Adrien, ça va, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que les gens qui nous écoutent vont bien, moi je vais bien, je suis très content d'être là. Voilà, la bonne franquette. Ouais, avec ça, ouais, voilà, et ramène la bouteille d'épinards et puis voilà, on se régale. Avec des voix de bûcherons. Toujours. On adhère. François qui nous fait aussi le plaisir d'être dans l'émission ce soir. Comment tu vas toi aussi, tu vas nous parler de Coupe d'Europe, mais c'était pas à la hauteur de ce qu'on a eu ce soir peut-être, qui sait ? Je sais pas. Bon, on verra, mais en tout cas, la Coupe d'Europe a tenu toutes ses promesses et voilà, je suis très honoré d'être ici ce soir. Eh ben, tant mieux. Plaisir partagé pour finir la compo du soir. On a aussi Maxence qui nous fait le plaisir d'être de l'émission. Comment tu vas, Maxence ? Très très bien, t'as dit qu'on avait pris plein l'Émirette et j'espère que ce sera pareil demain à l'Émirette. Oh, c'est bien trouvé. Sans plus attendre, on a des choses à dire. On va attaquer cette émission avec les résultats. Tous les scores et faits marquants, place aux résultats dans le Campus Sport Club. Des résultats avec Adam ce soir et on a eu droit à un match explosif en Ligue des Champions, demi-finale aller au Parc des Princes et 9 buts au total. Adam, raconte-nous ce scénario complètement ubuesque. Ah, c'était dingue Adrien, ce soir une grande soirée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueillait le Bayern Munich pour la demi-finale aller, un match au sommet. C'était une véritable finale avant l'heure, n'ayons pas peur de le dire, et l'affiche n'a pas déçu. Tu l'as dit, 9 buts et un spectacle total. Au terme, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 5-4 et ça a commencé dès la 17e minute avec une première occasion où Luis Diaz se fait faucher par Willian Pacho qui provoque un penalty bien transformé par Harry Kane. Juste après, on a le Paris Saint-Germain qui se reprend un petit peu et un Ousmane Dembélé qui loupe une énorme occasion. Mais finalement Kvaratskhelia reprend le cours du jeu et sur une passe décisive de Désiré Doué, il marque d'une magnifique enroulée, portant le score à 1-1. Ensuite c'est João Neves d'une superbe déviation de la tête, on le connaît le portugais, il est hyper talentueux malgré sa petite taille. Petit et bon de la tête, oui c'est vrai. Effectivement, c'est dingue, sur un corner d'Ousmane Dembélé, le timing est fou, en dehors de la portée de Manuel Neuer, et on continue dans ce match haletant, c'est Michael Olise qui égalise d'une frappe surpuissante, où Safonov est totalement surpris, et juste avant la mi-temps, c'est Ousmane Dembélé qui vient donner l'avantage au Paris Saint-Germain, 3-2 sur un penalty avec une main malheureuse d'Alphonso Davies. Qui peut être discutable, je poserai la question après aux autres chroniqueurs. En tout cas, Paris menait à la pause, qu'en est-il ensuite au retour des vestiaires ? Et le Paris Saint-Germain qui menait donc 3-2 et c'est Kvaratskhelia qui est venu alourdir le score à la 56e minute.
Encore une fois, une super passe d'Achraf Hakimi. Et 2 minutes après, c'est Ousmane Dembélé qui vient enfoncer le clou. 5-2. On se dit que le Paris Saint-Germain est à l'abri, qu'ils ont fait la différence. Mais c'est mal connaître l'âme allemande, les Munichois, qui reviennent grâce à Dayo Upamecano. Alors, on ne sait pas exactement s'il a touché le but. L'UEFA l'a accordé à lui, mais c'était sur un coup franc d'Joshua Kimmich. J'ai cru voir le ballon être détourné, changer de direction. Oui. Je pense que sur un poil de cheveux, ça compte. Oui, en tout cas, c'est Pas comme grand-chose, ça hein. que ça. Vraiment pas grand-chose. Oui, c'est comme ça que ça a été annoncé. Et seulement 3 minutes après, c'est Luis Diaz sur une passe, mais exceptionnelle d'Harry Kane, et le contrôle qui n'est pas moins beau. Luis Diaz qui aligne Safonov. Ça fait 5-4. On a un petit peu de doute sur le hors-jeu, mais finalement, le but est accordé. Donc 68e minute, le score est figé. Le Paris Saint-Germain l'emporte 5-4 dans un match exceptionnel. Un match exceptionnel, vous aussi. Quand je suis arrivé, j'ai vu que vous étiez contemplatif. Est-ce que vous avez été tout aussi excité? Peut-être que Maxence, lui, est beaucoup plus focalisé sur demain. Donc, je ne sais pas si tu étais aussi impliqué ce soir, mais c'est un scénario complètement fou. Est-ce qu'à 5-2, vous attendiez vraiment à ce résultat-là aussi pour Paris? Victoire quand même, mais 5-4. C'est le PSG. Hein. C'est le PSG, moi je m'attendais à tout avec eux. Ils sont capables du pire comme du meilleur en Coupe d'Europe. Donc on pouvait très bien voir le Bayern revenir à 6-5 comme le PSG en remettre 2 et finir à 7-2 avec un match exceptionnel. Enfin, c'est un peu la magie de la magie du football. Et de 2, c'est un peu le problème du PSG aussi, des fois, dans les grandes rencontres, de se manquer un peu, surtout quand ils mènent. J'étais avec des proches, je rigolais en disant quelle équipe va empocher le premier set dans ce match. Et on était vraiment pas loin aussi. On a eu une belle barre transversale de Seny Mayulu en fin de match. Ça aurait pu. Pour vous, cette victoire, elle est importante, François, Maxence, même si ce n'est que d'un but par rapport à un match retour à l'Allianz Arena, on le sait. Dans Oui, une parce semaine. que c'est toujours ça de prix, même si c'est qu'un but. Et même s'ils vont avoir un gros défi qui les attend à l'extérieur face au Bayern, c'est toujours mieux d'aborder ce match avec une longueur d'avance. Ouais. Le but compte, donc. Le but vaut. Ouais, Maxence c'est- rejoint. Ouais, le but vaut, c'est dommage de ne pas avoir gardé cet écart de 3 buts quand il y avait 5-2. Il y a la rentrée de Fabien Ruiz qui change peut-être les choses juste avant le coup franc, donc dommage pour le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai. Les buts de dommage au niveau concédé. Il y avait aussi Adam de la Coupe d'Europe chez les femmes, à ne pas oublier, c'était le week-end dernier, avec là aussi des demi-finales. C'est ça, la Ligue des Champions féminine, avec également le Bayern Munich qui recevait le FC Barcelone. C'était ce samedi à l'Allianz Arena. Et les deux équipes se sont neutralisées un but partout. C'est Ewa Pajor, la buteuse barcelonaise, qui a ouvert le score dans les premières minutes. Et la latérale gauche Franziska Kett lui a répondu à la 70e. La décision se fera donc au match retour ce dimanche au Camp Nou. Dans l'autre demi-finale, c'est Arsenal qui s'est imposé à l'Emirates Stadium face au Lyon. Les coéquipières de Wendy Renard avaient pourtant ouvert le score grâce à Jules Brand en première mi-temps, avant d'être rattrapé en deuxième à cause d'un but contre son camp d'Ingrid Gênes, et d'un but gag d'Olivia Smith. Les Lyonnaises devront donc rattraper leur retard ce samedi à Gerland. Et toujours en foot, direction la Ligue 1. Maintenant, le titre est encore en jeu. Alors, qu'ont fait nos beaux prétendants Lens et Paris? La course au titre, Adrien, a pris un petit peu de plomb dans l'aile la semaine dernière. Le PSG s'est tranquillement imposé 3-0 contre le FC Nantes mercredi dernier sur un match rattrapé. Puis sur le même score samedi sur la pelouse du SCO d'Angers. Les Parisiens qui comptent désormais 6 points d'avance en tête du championnat, puisque le RC Lens en parallèle a été tenu en échec 3 buts partout face au Stade Brestois dans un match renversant. Menés 3-0 à la pause, les 100 et or ont complètement raté leur première mi-temps, dans un match d'ailleurs où Pierre Sage avait décidé de faire quelque peu tourner son effectif. Les titulaires habituels sont rapidement entrés avec un impact direct, mais l'écart était trop important à combler. Les Lensois doivent se contenter d'un petit point et voient la course au titre s'éloigner encore un peu plus. Et il y avait aussi la course à l'Europe en Ligue 1 qui bat son plein. On commence donc dans cette 31e journée avec l'Olympique lyonnais qui accueillait l'AJ Auxerre ce samedi. Et grâce à un doublé de son numéro 9, Roman Yaremchuk, et une entrée remarquée de Corentin Tolisso, toujours lui, le capitaine qui a été buteur et passeur, les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés 3-2 et confortent ainsi leur place sur le podium. De son côté, Lille a également fait le travail face au Paris FC, une victoire à 1-0 qui leur permet de rester à égalité de points avec l'OL.
Et juste derrière eux, à un petit point, on retrouve le Stade Rennais. Les Bretons, qui sont métamorphosés depuis l'arrivée de Franck Hez, ont enchaîné une 4e victoire d'affilée face au FC Nantes, 2-1 dans le derby. J'ai presque envie de dire, est-ce qu'ils sont métamorphosés depuis l'arrivée de Franck ou le départ d'Habib Beye avec Marseille qui continue de couler à côté? Est-ce que vous avez un petit avis là-dessus? Moi, ça me dérange pas, hein. Vous pouvez y aller. Hein. Mais je pense qu'il y a un poison qui a été enlevé dans le Stade Rennais et qui s'est transféré à Marseille. Je pense qu'à mon avis, malheureusement, le départ d'Habib Beye a fait un grand bien au Stade Rennais. Ouais, à mon avis, c'était une question de jeu, de tactique, a priori. Oui. Hein, ça commence à se révéler. En tout cas, Marseille nul. Ce penalty concédé à la dernière seconde, Panenka Deliwahi, l'ancien Marseillais. Le beau pied de nez, je sais pas si c'est un beau message aussi. Mais Nice, on n'oublie pas, hein, qui s'est qualifié aussi pour la finale de la Coupe de France, donc qui affrontera les 100 et or fin mai. On aura des petites infos qui seront révélées tout à l'heure par notre ami Théo. Toujours dans cette course à l'Europe, il y avait aussi Monaco qui, là aussi, avait les cartes en main et qui s'est fait reprendre, Adam. Effectivement, l'AS Monaco a peut-être dit adieu à ses espoirs de 3e place. Les Monégasques, auteurs d'une superbe entame de rencontre en menant 2-0 dès la 18e minute, se sont écroulés en fin de match et repartent donc du Stadium de Toulouse avec un point du match nul si frustrant. Après 6 victoires d'affilée, la machine monégasque semble s'être grippée avec maintenant 3 matchs sans victoire. Et toujours en Ligue 1, et si vous vouliez voir des buts, il fallait être devant ce Havre-Metz dimanche, une affiche qui ne paye pas de mine, mais qui a vu 8 buts être marqués pour un score final de 4 buts partout. Ouais, c'est toujours moins intéressant que PSG Bayern, hein, excuse-moi Adam. Non, c'est vrai, mais le FC Metz, avec ce match, s'est mis encore en difficulté. L'équipe des Grenats n'est pas encore officiellement reléguée avec ce point du nul, mais avec 9 longueurs de retard sur le barragiste Auxerre et 3 matchs restants à jouer, la tâche s'annonce maintenant mission impossible. Et on finira le volet football avec, tu parlais de relégation, on descend d'un étage en Ligue 2 où on sait déjà qui va monter et surtout on a eu droit hier à un match là aussi riche en buts. Et oui, le derby US Boulogne-USL Dunkerque, c'était l'affiche du lundi soir en Ligue 2. Et on a assisté à une véritable claque, victoire 6-2 des Dunkerquois. J'ai eu la chance d'être au stade et je peux vous dire que le terme derby n'étant rien galvaudé ici, l'ambiance était exceptionnelle et on sent vraiment la rivalité bien présente. Et si on fait un peu de route dans le sud, 700 km séparaient les deux rencontres et se déroulait un autre match donc à Saint-Étienne dans une atmosphère étouffante. L'AS Saint-Étienne qui recevait 3 dans le mythique chaudron de Geoffroy Guichard. La fête fut par contre de courte durée pour les Stéphanois qui se sont vus infliger un lourd 3-0 qui leur font perdre d'ailleurs la 2e place de Ligue 2 au profit du Mans. Quant aux Troyens, c'est une montée validée en Ligue 1 3 ans après avoir quitté l'élite. Et il n'y a pas que du football dans la vie, on revient aussi dans la région, on remonte dans le nord, un peu plus au nord même, outre Quiévrain, avec le monument Liège-Bastogne-Liège qui a aussi là livré toutes ses promesses, Adam. N'importe quel fan de cyclisme se devait d'être devant sa télé dimanche dernier pour suivre une course plus qu'attendue. Tout le monde voulait voir notre pépite française Paul Sexas se frotter une nouvelle fois au champion du monde Tadej Pogačar. Après sa superbe première victoire en classique à la Flèche Wallonne mercredi dernier, devenant au passage le plus jeune vainqueur de l'histoire de cette course, le Français de 19 ans a dû remonter sur la selle 4 jours plus tard pour tenter de créer l'exploit sur Liège-Bastogne-Liège. Il aura longtemps résisté, mais c'est finalement le Slovène qui s'impose pour la 4e fois dans ce monument. Il faut tout de même souligner la performance exceptionnelle, n'ayons pas peur des termes, de Paul Sexas. Tenir le monstre Pogačar dans la côte de la Redoute, c'est du jamais vu tout simplement. Et le coureur du AE a dû s'y reprendre à 3 reprises pour définitivement lâcher le Français dans la roche au faucon. 45 secondes séparent les deux athlètes à l'arrivée, tandis que c'est Remco Evenepoel qui est allé chercher le podium au sprint dans les derniers mètres à 1 minute 45 du vainqueur. Du côté des femmes, c'est Demi Vollering qui a dominé dans la cité ardente. La néerlandaise s'impose pour la 3e fois sur la doyenne après un numéro de soliste débuté dans la Redoute et une avance définitive comme Pogačar prise avant la roche au faucon par contre. Pouk Pieters, déjà 2e l'an passé, et Kasia Niewiadoma, pas facile à dire. Ouais, la polonaise, hein, c'est jamais trop. Jakub Błaszczykowski est presque plus facile à dire. C'est vrai. Et donc les deux coureuses complètent le podium à 1 minute 29.
La Française Pauline Ferrand-Prévot n'a su faire mieux que la 22e place à 5 minutes 08. Alors pour les 3 autres, est-ce que vous étiez bien installés dimanche après-midi sur les coups de 15h pour voir ce duel, ce mano à mano Pogacar-Paul Sexas? Est-ce que vous en avez vu même des images? Est-ce que vous avez un peu salivé? Je vois les yeux tourner en face. J'ai vu l'attaque de Pogacar sur Sexas et Sexas qui suit, mais j'avoue que ce dimanche j'étais devant la Ligue 1. Pour une fois qu'il y avait une journée gratuite de Ligue 1 sur Ligue 1+, j'ai profité d'un magnifique Strasbourg, Lorient-Strasbourg et d'un Rennes-Nantes moins magnifique. Mais oui, non, j'ai vu, entre guillemets, de loin la course. Et franchement, Sexas deuxième, quand même, le mec, il est... Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais le mec, il est trop fort, quoi. Ouais, phénoménal. Phénoménal. Le mec est trop bon. Là aussi, vous vous attendiez vraiment, même si on l'annonçait haut et fort, est-ce que vous attendiez vraiment à ce que Paul Sexas tienne aussi bien et aussi longtemps En tout cas, ça fait plaisir de voir une pépite française dans le vélo confirmée et qui peut faire de grandes choses à l'avenir. Donc franchement, c'est vraiment génial. Arrive forcément l'éternelle question du Tour de France. Est-ce que dès cet été, Paul Sexas doit et sera sur le Tour de France? Je pense qu'il faut qu'il soit partant pour le Tour de France. Maintenant, il faut faire attention à pas mettre ce sportif français à mettre trop d'attentes sur lui, parce que le sportif français, quand il est en confiance, il performe mieux que quand il y a trop d'attentes sur lui. Oui, surtout, le public français a l'air un peu toxique aussi à ce niveau-là. C'est bien souligné. Donc chez les femmes, en tout cas, la performance majuscule de Demi Vollering et Pauline Ferrand-Prévot qui donnera rendez-vous pour le Tour de France, là aussi, cet été, on l'imagine, un peu de basket, direction les parquets, on traverse l'Atlantique, cette fois on voyage un petit peu, Adam, puisque c'est la suite des playoffs NBA. Et oui, on fait un petit point sur les séries. Alors, l'Oklahoma City Thunder est le premier qualifié pour le deuxième tour des playoffs. La franchise menée par Shai Gilgeous-Alexander n'a pas douté un seul instant face aux Phoenix Suns. Le Canadien est sur une forme étincelante avec près de 34 points et 8 passes décisives de moyenne sur la série. L'autre prétendant au titre, les Spurs de San Antonio, sont également en bonne position pour passer au prochain tour puisqu'ils mènent 3-1 face à Portland. On a eu un petit peu peur pour la star de l'équipe Victor Wembanyama, victime d'une commotion cérébrale au deuxième quart-temps du deuxième match. Mais finalement, tout va bien. L'Alien est bien revenu au quatrième match et a lâché un double-double pour confirmer la domination des Spurs. Ceux qui sont plus en difficulté, en revanche, ce sont les Denver Nuggets. Ils sont menés 3-2 par un Minnesota porté par un Gobert étincelant en défense. Les Timberwolves qui auront néanmoins du mal à terminer la série après avoir perdu Anthony Edwards et Donte DiVincenzo sur blessure. Toujours à l'ouest, les Lakers mènent 3-1 face aux Rockets avec un LeBron James toujours aussi performant à 41 ans. Et de l'autre côté des États-Unis, ça se passe très mal pour le leader de la saison régulière à l'Est, tout simplement. Et oui, si le premier de conférence Est est serein, à l'Ouest, si le premier de conférence est serein, c'est une toute autre histoire pour les Pistons à l'Est. Détroit est mené 3-1 par les Orlando Magics. Du côté des Celtics, toujours aussi solides, ils mènent 3-1 face aux Sixers. Alors que dans les autres séries, c'est un petit peu plus serré. Les Knicks sont dos à dos avec les Hawks, avec donc 2 matchs partout. Et c'est la même chose dans l'autre série, Raptors-Cavaliers. Des séries playoffs qui sont pleines de suspense encore à l'Est. On fait un petit saut quand même en Europe. Il s'est passé une belle chose ce soir avec un titre pour un club français. Et oui, Bourg-en-Bresse a remporté l'Eurocup face au Beşiktaş après s'être imposé 72-60 dans le premier match à Istanbul. Les hommes de Frédéric Fautou ont obtenu leur succès 73-71 dans les derniers instants grâce à un tir d'Adam Mokola. Et donc 2 ans après leur défaite 2-0 face au Paris Basket, JL Bourg devient la 7e équipe française à remporter une Coupe d'Europe. Une compétition qu'avait aussi gagné Monaco en 2021. Les Monégasques, dorénavant en Euroleague, se sont lourdement inclinés ce soir face à l'Olympiakos, 91-70 dans le premier match de ces quarts de finale de play-off. Ils étaient sortis des play-in vendredi dernier face au Barça. Et sur le plan national, ça s'est mieux déroulé ce week-end puisque les coéquipiers de Mathieu Strazel ont gagné la 2e Coupe de France de leur histoire ce samedi face au Mans sur le score de 87-83. Et pour ce qui est aussi de cette Coupe de France, on avait une équipe nordiste, le SBVA. Comment ça s'est passé pour nos Villeneuvoises, Adam ?
Malheureusement, les guerrières ont rendu les armes. L'ESB Villeneuve d'Ascq s'est incliné 77-65 face au Basketland qui remporte la 3e Coupe de France de son histoire. Ouais, ça a été dur pour les filles, avec un gros passage à vide dans le deuxième quart et une mauvaise entame aussi dans le troisième quart après la reprise. Un petit mot toujours dans le sport féminin, on y pense un peu d'Ovalie. Il y avait la suite du tournoi Destination avec nos Bleus qui sont sur un parfait, quasi parfait. Oui, le tournoi Destination féminin se poursuit et il y avait là un gros test pour nos Bleus ce samedi. L'équipe de France a gagné 26-7 face à l'Irlande malgré l'ouverture du score du 15 du trèfle. Les Françaises ont toujours l'objectif, tu l'as dit, du titre et du Grand Chelem en ligne de mire. D'autant que les Anglaises, elles aussi, sont sur le 3/3 et avec le bonus offensif. Donc les deux équipes en tête pour l'instant de ce tournoi Destination. 15 points partout. C'est le choc, le crunch. Lors de la dernière journée, on est habitué. Donc le titre pourrait se jouer en tout cas à ce moment-là. Avant ça, il y a une 4e journée. Mais il y a une petite pause. Là, on en reparlera plutôt mi-juillet. Il y a aussi du tennis. Ça se passe plutôt bien aussi pour un Français. Tennis, Arthur Fils, sacré à Barcelone il y a quelques temps, qui déroule à Madrid. C'est ça, la terre battue réussit une nouvelle fois Arthur Fils qui se hisse pour l'instant en quart de finale après une solide dernière victoire contre Etcheverry 2-7-0. Et Sinner fait lui aussi le travail dans ce Master 1000 de Madrid après une dernière victoire ce matin, tranquillement, 2-0 contre Cameron Norrie. Le numéro 1 mondial italien signe sa 20e victoire d'affilée en Masters 1000 pour un joueur qui semble imbattable. Et on finira ces résultats avec un dernier point d'athlétisme en mode supersonique. A eu lieu plutôt un exploit, un double exploit, si ce n'est triple, au marathon de Londres. Adam, raconte-nous. Et le marathon de Londres a été exceptionnel. C'est le Kenyan Sébastien Sawe qui est le nouveau recordman du monde en 1h59 et 30 secondes. Donc l'homme officiellement passe pour la première fois sous les 2 heures. Et ce qui est complètement dingue, c'est que l'Éthiopien Yamif Kejelcha est lui aussi passé sous les 2 heures, 1h59 minutes et 41 secondes. Il bat le record d'Eliud Kipchoge de 2019 qui n'avait lui pas été homologué. Eliud Kipchoge qui était passé sous les 2 heures, mais c'était lors d'un défi, donc ça n'avait pas été officiellement validé. Ouais, c'est assez exceptionnel, 2 hommes sous les 2 heures, d'autant que pour le deuxième, Kejelcha, qui était double médaille d'argent sur 10 000 mètres, c'était son premier marathon. Donc c'est dire la performance aussi là du bonhomme de 28 ans. Et le troisième de la course, l'Ougandais Jacob Kiplimo, qui en 2 heures 0 minutes et 28 secondes avait lui aussi sous la marque de l'ancien record du monde de Kelvin Kiptoum. Bravo, merci Adam pour ce tour complet des résultats. On se marque une petite pause musicale toujours sur les antennes de Radio Campus. J'étais dans l'ambiance Arthur Fils, là c'est la vibe, on est sur la terre battue, le retour du soleil, il fait beau en plus dans le nord. Un petit air de Camisa Negra de Juanes, on se retrouve juste après en direct dans le CSC plutôt. De retour en direct sur Radio Campus, dans le Campus Sport Club. C'était à l'instant la Camisa Negra à Juanes. Et vous êtes bien de retour pour la suite de ce CSC. À part les sports, on a eu droit à de très beaux et très riches résultats. Je n'en attends pas moins de Théo avec tout de suite les news juste après ce jingle. Les actus sportifs de la semaine, tout de suite dans le Campus Sport Club. Il a le maillot, il a la responsabilité, il le sait, il a pas encore le nom brodé sur le. Non, je l'attends, mais c'est parce que c'est encore en commande. Sur le siège, ouais, ça devrait, c'est les délais de livraison, mais tu sais. Je me suis pas fait exprès. C'était pas fait exprès. Et non. Sur Temu, ça met plus de temps à livrer. Exactement. Et comme tu n'es plus là à partir de, rappelle-moi, du mi-mai, ben ça arrivera début juin. Du coup, voilà. Je reviendrai pour ma chaise. Je reviendrai inaugurer. Pour aborder ces news, le reste de l'actualité sportive, on va rester un peu dans le football. On a eu de belles infos qui sont tombées pour tous les fans peut-être du Pas-de-Calais qui aimeraient supporter le RCL au Stade de France, Théo. Exactement, parce que pour rappel, le Racing Club de Lens n'est plus qu'à 90 minutes d'un premier trophée national au XXIe siècle en disputant évidemment la finale de la Coupe de France le vendredi 22 mai à 21h au Stade de France. Mais pour pouvoir assister à la rencontre, il va falloir jouer des coudes car le RC Lens dispose de seulement 20 000 tickets pour la finale qui se jouera dans l'enceinte dionysienne avec une capacité de 80 000 places. Alors, pour venir encourager les joueurs de pierçage, tout est bon, comme tenter d'acheter les places que la Fédération française offre aux autres ligues régionales. Une combine qui avait notamment bien réussi aux fans nantais pour leur finale gagnée face à Nice en 2022 où une marée jaune et verte s'était abattue sur le Stade de France, grâce notamment à la grande détermination des supporters qui étaient même allés chercher les places de la Ligue de la Côte d'Azur. Et justement, le processus d'attribution de ces places s'effectuera donc en 3 phases sur le site du RC Lens, une première du 30 avril à 11h au 4 mai à 18h, une seconde du 5 mai à 17h et au 6 mai à 18h, ainsi qu'une dernière à partir du 7 mai à 17h.
Ces ventes vont concerner en priorité les abonnés du club et surtout ceux qui sont le plus venus au stade cette saison. Et pour finir, pour ceux qui n'étaient pas abonnés ou qui ne sont pas venus mais qui veulent quand même encourager le Racing Club de Lens, la Fédération française de football donc organise une vente grand public à partir du 12 mai à la hauteur d'environ 5 à 8 000 places. Donc là, vraiment, va falloir y aller, quoi. Comme tu dis, jouer des coudes. Exactement, c'est ça. Mais je sais pas comment il va falloir se battre pour y aller. Mais voilà, faut y aller. Et je pense qu'il faut aller supporter le RC Lens. Voilà. Un très bon sujet. Je fais un clin d'œil qui est passé il y a quelques temps dans les pages de La Voix du Nord, toujours accessible donc sur le site, un article de ma comparse Sandrine Aristier sur comment le Racing va répartir ses 20 000 places entre les 51 sections de supporters. C'est vrai que c'est un gros micmac ça. C'est une vraie galère et même eux ils sortent des tableaux Excel, ils font un décompte de points au mérite de qui a fait quoi et arrive ensuite le souci de oui mais moi je me suis pété la cheville, moi j'étais malade, chacun a... Donc là, c'est aussi une vraie galère. Et comme tu dis, je trouve ça fou et assez intéressant d'aller acheter des places fournies auprès des ligues régionales de football. Est-ce que vous avez souvenir, vous, un peu de cette finale justement que tu as évoquée en 2022, Nantes-Nice? Est-ce que vous aviez souvenir de ce mur jaune et vert, justement? Bien sûr. C'est génial quand il y a tous les supporters qui peuvent venir supporter. Le RC Lens, évidemment, on sait qu'il y a une grosse base de supporters et on n'a aucun doute que les supporters vont faire le tour de France pour aller chercher la moindre place. J'ai pas eu trop d'écho justement sur les supporters niçois qui étaient déjà donc pas si nombreux que ça en 2022. Alors pour 2026, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai le souvenir moi de 2022 où je suis très fervent supporter nantais. Mon père n'a jamais voulu m'acheter la place. Je t'en veux encore, papa, si tu m'écoutes. Mais je me souviens d'avoir juste allumé la télé. Tu vois tout le stade de France en jaune. Tu te dis, ils sont où les Niçois? Enfin, c'était un truc de malade. C'était 60 000 sur 80 000. Enfin. J'ai une image à peu près. C'était n'importe quoi. Un 2 tiers, 1 tiers. Ouais, c'était vraiment genre 60 000. Puis du jaune pétant Canary. Évidemment. Du jaune Ligue 2. C'est la couleur Ligue 2. C'est la couleur Ligue 2. Tout à fait. Toujours football. Théo, on prend la direction de l'Italie où un scandale vient d'éclater. Une bombe est tombée sur le football italien récemment et en particulier chez les arbitres car Gianluca Rocchi, ou Rocchi, je sais pas comment on dit, l'un des plus grands arbitres italiens et aujourd'hui sélectionneur de ceux-ci pour le championnat ainsi que la Coupe et la Supercoupe d'Italie, est mis en examen comme deux de ses confrères. Il est convoqué d'ailleurs ce jeudi pour complicité de fraude sportive par le tribunal de Milan en charge de cette affaire. À l'origine de cette affaire, Domenico Rocca, juge de touche démis de ses fonctions en juin par Rocchi, faut suivre, une décision visiblement mal prise par Rocca, qui a décidé d'envoyer un courrier à la fédération italienne ainsi qu'au parquet milanais en accusant donc le comportement de Rocchi, notamment lors du match entre l'Udinese et Parme, car le 1er mars 2025, justement, ce match a été remporté 1-0 par l'Udinese sur un penalty. Pour le coup, j'ai revu les images, c'était très clair, mais le patron des arbitres est quand même intervenu auprès du camion VAR, une chose qui est évidemment interdite pour laisser les arbitres dans leur bulle, donc ce qui lui vaut un peu un comportement, qu'est-ce qu'il faisait là ? Et qui plus est, Andrea Garvarsoni, je pense qu'on dit comme ça, ancien arbitre et lui aussi superviseur VAR, a été également mis en examen. Pareil pour la même raison, pour être intervenu dans le camion VAR. Donc ils se sont auto-suspendus de leurs fonctions respectives. Mais pour Rocchi, l'aventure ne s'arrête pas là, car il est également accusé d'avoir choisi des arbitres en faveur de l'Inter Milan, notamment pour la demi-finale de Coupe d'Italie de l'année dernière, remportée 3-0 par les Nerazzurri. Ainsi que pour un match de Serie A très important pour le titre face à Bologne, que par contre l'Inter a perdu 1-0. Donc voilà, le scandale il fait que s'ajouter au bordel un peu que c'est le foot italien un peu en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Il y a eu la démission du président de la Ligue italienne, ainsi que du président de la fédération, et là il y a un scandale d'arbitrage, il y a eu beaucoup de scandales d'arbitrage dans le football italien. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup là pour le coup pour nos voisins transalpins. D'autant que pour l'instant, aussi des dernières infos, ils refusent et ils ne sont pas d'accord pour participer à la Coupe du Monde, même sur invitation, ce qui est tout à fait logique. Ça tombe bien, ils ne sont pas qualifiés, je crois. Après. Ils sont pas qualifiés. Non, la place si l'Iran ne participe pas d'ailleurs, devrait revenir à la zone Asie. Donc là-dessus, tout va bien. Tu voulais dire, pardon. Ce sera sûrement pour les Émirats Arabes Unis qui étaient les plus proches de se qualifier. Ouais, tout à fait. C'est ce qui serait amplement logique et mérité. Allez, fini le football, quoique il y aura une petite info encore tout à l'heure. Un petit tour, s'il te plaît, par les parquets de basket avec une annonce qui réjouira les fans français de la balle orange. Exactement, la FIBA, Fédération internationale de basket, a annoncé mercredi dernier que l'édition 2031 de la Coupe du Monde masculine se déroulerait en France, de quoi permettre au public français et européen de voir les meilleurs joueurs de la planète habituellement coincés en NBA avec leur franchise, finalement en Europe. Et cerise sur le gâteau pour les nordistes, car Lille, ou plutôt Villeneuve d'Ascq, serait l'un des sites retenus pour accueillir des matchs du mondial, de quoi faire saliver les amateurs de Welsh et de Cooper Flag. Et justement, en parlant de Monsieur Cooper Flag,
il a été élu meilleur rookie de la saison NBA. En effet, à seulement 19 ans, l'Américain domine déjà tous les parquets et pour ce qui est de sa première saison, il a fini en tête de son équipe aux points, aux rebonds, aux passes décisives et aux interceptions. Aucun joueur rookie n'avait réalisé cette performance depuis un certain Michael Jordan en 85. C'est sur lui qu'il y a un film en ce moment au cinéma, non? Oui, il chante super bien. Michael, c'est ça, c'est le spin-off de Michael Jordan. Ouais. Exactement, voilà. Et Michael Jackson, par contre, au basket, il est pas si ouf. Mais c'est pas grave, il chante bien. Mais le basket ne se joue pas qu'aux États-Unis, Adrien, car le meilleur joueur européen était également désigné, et c'est Sacha Vezenkov, pour la prononciation, qui a été élu MVP de l'Euroleague, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. L'ailier grec réalise une saison fantastique avec son club l'Olympiakos en étant notamment meilleur marqueur du championnat. À noter qu'il avait déjà remporté ce titre par le passé en 2023. Je m'adresse un petit moment à l'équipe. On retourne sur cette annonce quand même très sympa du Mondial 2031 là. On prend date, il y avait Lille, il y avait notamment Lyon-Paris. Lyon et Paris, c'est les trois sites qui avaient été évoqués. Ouais. Il n'y a pas besoin de beaucoup, l'avantage avec le basket. C'est que ça tourne vite. Voilà, on l'a vu. Est-ce que vous étiez des Jeux Olympiques? Est-ce que vous avez essayé d'aller voir à Paris ou à Lille, justement, à Villeneuve d'Ascq plutôt, des matchs de basket ici? Moi j'avais essayé, mais vu que c'était à Paris, vu qu'on était principalement sur Paris, c'était trop loin pour aller à Lille. Ouais, mais il en avait sur Paris. Est-ce que tu avais. Non, tu n'avais pas cherché à aller à. On se rappelle, Pierre Mauroy qui accueillait le handball et le basket. Et c'est d'abord la phase principale de basket qui se déroulait à Pierre Mauroy. Et les finales se sont jouées à Paris. Et à l'inverse, le handball se jouait à Paris lors du tour préliminaire. Et pour les phases finales, il est arrivé à Lille. Ici, Maxence, Adam, je sais pas si. C'est génial d'accueillir la Coupe du Monde. J'avais suivi avec assiduité les JO, j'avais pas pu m'y rendre, mais en tout cas en 2031, avec un horizon où peut-être que Victor Wembanyama sera encore plus haut qu'aujourd'hui, on peut avoir que de grands espoirs pour la France. Je faisais le calcul, 22 ans et 27 ans à peu près à l'été 2031, il serait au pic de sa forme. Techniquement, oui. Pour la plupart des sportifs de haut niveau, c'est ça. C'est 27-28 ans, c'est pas mal. Et toi, Maxence, est-ce que tu avais cherché, ça t'intéresse peut-être pas plus que ça, toi, le basket? Non, si, ça m'intéresse, bien sûr. Je sais pas, j'analyse le corps. Moi, les gens ne te voient pas, t'avais pas l'air. Le body language du Maxence disait beaucoup de choses. Le gars, il parle. C'est quoi ce truc déjà, le basket? T'envoies des ballons dans un filet, c'est pas intéressant. Alors que le football, t'envoies des ballons dans un filet, mais c'est vachement intéressant. Avec le pied, c'est mieux quand même. C'est vachement intéressant. Non, vas-y, Maxence. Non, mais ça peut donner aussi de la lumière sur le club, le SBVA de Villeneuve d'Ascq, tout en entier. Donc, ce sera une. Le Palacium, du coup, la salle de l'SBVA qui servait de salle d'entraînement pour pas mal d'équipes et dont Team USA, donc c'était assez sympa de savoir que t'as des petites équipes comme ça qui t'assument au même endroit que. Bon, sans public, sans rien, en toute intimité, mais quand même. Et le basket dans la région, alors pour le Portel et le BCM, ça se passe pas si bien que ça, mais ça reste des places fortes du basket français là-dessus. Et puis voilà, pour Cooper Flag, ça jouait avec Con Knuppel, si je dis bien le nom, il y a un nom un peu aussi compliqué, mais des Charlotte Hornets. L'artilleur à 3 points, et finalement Cooper a quand même montré en fin de saison, surtout avec des matchs avec un énorme scoring. T'es devenu aussi, je crois, le plus jeune rookie à 55 points, à plusieurs matchs à 40 points ou plus. C'est fantastique. T'as peut-être suivi Adam. Ouais, c'est ça. Sur la deuxième partie de saison, il a été étincelant. Il est dans une équipe où il est peut-être le seul à briller, avec Anthony Davis qui est parti. C'est le seul joueur qui vraiment prend sur ses épaules sa franchise. Kyrie Irving n'est pas là. Donc forcément, Cooper Flag a surperformé. Et ça se jouait aussi avec peut-être Vijay Combe, le joueur de... Que là, on a pu, pour ceux qui regardent... j'ai passé quelques nuits à regarder un peu les playoffs tardivement, et avec les Philadelphia Sixers, sur les premiers matchs en tout cas de sa série en playoffs, il était étincelant. Il rayonne, c'est notamment grâce à lui qu'ils ont chopé un match face aux Celtics. Donc ça se jouait avec lui, mais Cooper Flag s'est mérité globalement. C'est mérité, et on a hâte aussi de voir s'ils seront du rendez-vous avec Victor Wembanyama en 2031. Les classiques cyclistes terminés, on prend doucement, Théo, la direction des grands tours, avec de belles annonces déjà autour du Giro. Exactement, car la formation britannique Ineos annonçait ce mardi changer de co-sponsor, donc elle passe de Ineos Grenadier à Net Company Ineos pour ce qui est du naming, et ce dès aujourd'hui, un très gros partenariat qui devrait rapporter pas moins de 20 millions d'euros par an à l'équipe, à une époque où il devient de plus en plus dur justement pour chaque équipe cycliste de maintenir à flot le navire. Ineos cherche à couler la concurrence. Ce partenariat représente l'un des partenariats technologiques et commerciaux les plus importants du cyclisme professionnel, précise Jim Ratcliffe, président d'Ineos, qui possède entre autres l'équipe cycliste, mais aussi des parts de l'OGC Nice et de Manchester United notamment. La formation de Tom Pidcock et de Kevin Vauclair va d'ailleurs aborder son nouveau sponsor sur le maillot dès le Tour d'Italie du 8 au 31 mai.
Mais justement, le Giro se fera sans plusieurs gros noms, comme Joao Almeida de l'UAE Team Emirates, habituel coéquipier de Tadej Pogacar, qui pouvait potentiellement jouer les troubles fêtes face à Jonas Vingegaard, notamment, qui sera au départ, lui, de ce Tour d'Italie. Et le forfait donc de Joao Almeida s'ajoute à ceux de Richard Carapaz et de Mikel Landa, également privés d'un beau mois de balade en Italie. D'ailleurs, en ce qui concerne l'infirmerie, une petite inquiétude aussi plane autour d'un certain capitaine de l'équipe de France de football. Exactement, car Kylian Mbappé est sorti sur blessure vendredi dernier à la 80e minute du match opposant son club, le Real Madrid, au Betis Séville. Un match qui s'est soldé par un score sur le score d'un partout, tout simplement. Et le Madrilène souffre en effet d'une lésion à l'ischio-jambier gauche. Il y a peut-être aussi une liaison, mais ça, il ne faut pas en parler. Oui, ça, il fait ce qu'il veut. Esther Exposito regarde pas, Voilà, exactement. Et donc, lésion à l'ischio-jambier gauche confirmée hier par un IRM, on ne connaît pas encore la durée de l'indisponibilité de Kylian Mbappé, mais cela devrait pouvoir le faire pour la Coupe du Monde cet été, qui commence donc le 16 juin pour nos Bleus, qui affronteront le Sénégal. Mbappé aura vécu une saison marquée par les blessures quand même, qu'il a souvent traîné, mais cette fois-ci, pas question de la laisser traîner, il doit disputer le mondial avec les Bleus, il doit prendre soin de son corps. Et au niveau blessure, en ce moment, l'infirmerie est remplie de partout. Avec déjà des forfaits de taille pour le mondial, Eder Militao pour le Brésil, Xavi Simons pour les Pays-Bas, ou encore potentiellement Lamine Yamal, dont sa saison est déjà terminée en raison d'une blessure contractée mercredi dernier pour avoir tiré un penalty. Il devrait être là normalement pour la Coupe du Monde, mais on n'est pas encore sûr. Il y a un doute qui plane autour de la présence de Lamine Yamal. Allez, c'est très bien. Merci Théo pour ce tour de l'actualité. Avec plaisir. On fait la petite bascule vers le débat de cette émission, puisqu'on avait aussi un petit point à donner du côté de Carlos Alcaraz. Je ne sais pas si ça vous parle, le petit Carlos Alcaraz. Blessé lui aussi. Oui. Tu peux nous donner quelques détails peut-être, Théo. Alors, Carlos Alcaraz est blessé au poignet donc depuis le tournoi de Barcelone, et il va notamment renoncer à disputer Roland Garros, qu'il avait remporté l'année dernière évidemment face à Yannick Sinner, l'un des 4 tournois du Grand Chelem, et du coup il a annoncé justement vendredi dernier via ses réseaux sociaux qu'il n'allait pas disputer Roland Garros pour se préserver. Voilà, il a dit: c'est une période difficile pour moi, mais je suis convaincu que nous en sortirons plus forts. Voilà, justement. Alors, qui pour prendre la place de Yannick Sinner à Roland Garros, c'est la question, je pense. C'est Carlos Alcaraz qui nous en sortiront plus fort, mais il y en a un qui doit se frotter les mains comme je le fais, et qui lui va certainement en sortir plus fort de cette saison de terre battue. C'est Yannick Sinner, justement, oui. Comme tu le dis, donc le finaliste de la dernière édition de Roland Garros, qui a déjà remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo, qui est toujours en lice à Madrid. Adam, je me trompe pas, il est toujours là, l'Italien. C'est ça, toujours là. Il a gagné tout à l'heure, ça, il n'y a pas de souci. Et alors que se profile donc la fin de Madrid, Rome chez lui, dont il était déjà finaliste l'an dernier, et Roland Garros, dont il était le finaliste l'édition passée. Est-ce que la question du soir, c'est est-ce que quelqu'un est là pour venir titiller Yannick Sinner, ou l'Italien a-t-il champ libre devant lui pour cette fin de saison de terre battue? C'était la question du soir. Est-ce qu'il y en a qui sont sur la négative? Est-ce que vous voyez l'Italien être embêté, et voyez des noms venir lui mettre des bâtons dans les roues sur cette fin de saison? Embêté, oui, mais il va gagner. Il y aura des matchs plus durs que d'autres, mais il va les gagner, je pense que. Pour toi, l'épilogue, c'est il remporte les tournois. Et il le remporte pas facilement, je pense. Par contre, il va quand même un peu galérer. Il y aura des matchs où on va se dire qu'il pourra sortir. Je vois bien un mec comme Zverev un peu lui poser des difficultés, mais je pense qu'il gagnera le tournoi. Je pense que c'est son moment, c'est son année. Il profite de l'absence d'Alcaraz, et là, ça y est. Et ici, Adam, François, vous êtes tout aussi affirmatif sur la question? Oui, je suis sur la même longueur d'onde, parce que avec son grand rival qui n'est plus là, il a un peu l'autoroute tracée, vu qu'il est clairement au-dessus. Ce sera compliqué de le battre, en tout cas. Faut pas oublier Novak Djokovic, qui a toujours pas joué un match sur terre battue, mais qui Cette saison, bien sûr, pardon. Accessoirement, il est triple vainqueur de Roland Garros. Non, mais voilà, Djokovic qui traîne un petit peu des blessures, évidemment avec l'âge, il joue moins de matchs, il se prépare pour les grands chelems, il sera sûrement là à Rome, donc à voir les sensations du Serbe, mais à part lui, je vois pas qui peut lui barrer la route. Et même Djokovic, il faut être honnête, avec l'âge, ça va être très compliqué contre un Sinner. Il lui a mis 3-0 à Roland Garros l'année dernière, même s'il avait bien bataillé. Faut dire que Zverev, il s'est en finale il y a 2 ans, mais comment imaginer l'Allemand qui pourrait gêner Sinner en 5-7? Il y a aussi Arthur Fils, évidemment, qui peut jouer un peu les troubles faits. Bien sûr, on pense à notre Français titré. Voilà. C'est l'un des titrés de cette saison sur terre battue à Barcelone, ATP 500. Théo, peut-être pas autant. Tu le vois pas, Titi, même si leur route se croisait, tu le vois pas? Non, il passera pas.
Arthur Fils, il passera pas cette année. Il passera ça pas sera cette trop année. compliqué sur 5-7. S'il passe le deuxième tour, c'est bien pour moi. Après, pourquoi pas, on connaît l'appui populaire du cours Suzanne Anglin ou Philippe Chatrier. Sinner, à mon avis, il va pas avoir l'appui médiatique non plus parce qu'il n'y a pas Alcaraz. Donc pourquoi pas une surprise, Arthur Fils. J'aimerais déjà les voir se confronter à Rome, si c'est possible, à voir au tirage, au nouveau classement, etc. Mais ça peut être déjà dès Madrid, ça peut être le cas déjà. Je me suis dire, même à Madrid. Ils sont dans la même moitié de tableau. Oui. Effectivement, Ou peut-être en finale, je sais pas, j'ai pas les oui, dans tous les cas, Ouais. si c'est pas plus tôt, ça sera en finale, si c'est possible qu'ils se croisent. J'avais une stat intéressante avec Alexander Zverev, quand même, très bon joueur de terre battue, 9 titres en carrière sur 24 sur terre. Et 2 fois titré à Rome, 2 fois titré à Madrid, donc c'est pas anodin. Il a aussi des finales perdues. Il a une finale perdue de Roland Garros qui était en 2024 contre déjà Carlos Alcaraz qui avait gagné là son premier titre porte d'Auteuil. Novak Djokovic, je le notais aussi, attendu à Rome pour se préparer avant Roland. On pourra juger aussi avant le Grand Chelem français. J'avais aussi pourquoi pas Casper Ruud, parce que ici ça rejoint l'idée. Casper Ruud, c'est un terrien fantastique aussi, vainqueur de Madrid l'an dernier, c'est son seul Masters 1000 en carrière, hein. Ça m'a toujours surpris de voir cette info. Sur une très bonne lancée aussi, il vient de gagner tout à l'heure son 8e de finale contre Stefanos Tsitsipas en 3 heures, un match 7-6, 7-6, 7-6, fou. Et souvent demi-finaliste des Masters 1000 et donc double finaliste de Roland Garros 2022-2023. Mais en face, c'était Rafael Nadal et Novak Djokovic. Bon. Est-ce que Yannick Sinner est du même acabit que ces gars-là? Est-ce que Casper, il peut essayer de faire quelque chose? Casper Ruud, il a vécu une année compliquée. Là, il revient très bien, comme tu l'as dit. Ça se passe pas trop mal la saison sur terre. Ouais, effectivement, Casper Ruud, on le sait, c'est un vrai terrien. Il a aussi de très bonnes qualités sur dur, mais voilà, on se souvient de sa finale à l'US Open contre Dominic Thiem, si je dis pas de bêtises. Et bon, là, je vois pas Casper Ruud challenger Yannick Sinner, honnêtement. En fait, l'Italien est beaucoup trop au-dessus. Déjà, contrôler la balle du numéro 1 mondial, c'est déjà un challenge. Alors sur 5-7, parce que je vois pas Sinner prendre trop au 4-7, sur 5-7, c'est un défi que seul Carlos Alcaraz actuellement peut relever pour moi. Ouais. Alors là, moi, la question s'étendait même à la saison de terre battue. Donc, c'est-à-dire, on parle aussi de Madrid, Rome et Roland Garros. Roland Garros, tu parles de match en 5-7. C'est vrai que c'est un critère qui fait que sur 5-7, l'Italien. Il craque des fois. Ouais, mais combien de fois Non, mais il oui, est capable de craquer? ouais. Contre qui a-t-il craqué déjà? Carlos. On parle de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic pour l'instant. Oui, c'est vrai. Pour le coup, c'est un absent forfait et l'autre en grande méforme, mais pas sûr qu'il tienne. Il enchaîne des matchs de 5-7. C'est vrai qu'à dire Roland Garros, il a l'air archi favori. Oui. Alexander Zverev sait aussi faire des matchs en 5-7. Je sais pas si. Si, Ouais, il sait faire, oui, bien sûr, mais. La dernière fois aussi, il a craqué contre Carlos en finale de Roland. Mais ça note. Je voyais, j'avais pris pas mal d'infos sur Yannick Sinner. On n'a pas trop l'image d'un terrien. Autant il nous a sorti une finale exceptionnelle de Roland Garros l'an dernier, autant c'est quelqu'un qui fait des séries ultra impressionnantes sur dur, qui a quand même gagné Wimbledon, mais c'est vrai que la terre, les terres et gazon on matche pas. Je note quand même que en ce moment, avec sa victoire d'aujourd'hui, où est-ce qu'il est son petit bilan là? Il est là, son petit bilan, 73 victoires, 24 défaites sur la surface en carrière. Il n'a que 2 titres en 28 tournois disputés. Et ces 2 titres sont du coup le Masters 1000 de Monte-Carlo qui vient d'être gagné, et avant ça c'était un ATP 250 d'Oumag en 2022. Et pour ces 2 titres, justement, il a à chaque fois battu en finale Carlos Alcaraz. C'est pour vous dire aussi. Et ces 2 seules finales perdues sur terre, justement, sont contre Carlos Alcaraz, qu'il avait battu à l'occasion, et à Rome 2025, donc l'an dernier. C'est assez fou. Il faut pas oublier que. Donc c'est son meilleur ennemi aussi qui est hors course, alors il paraît tout seul. Il faut pas oublier qu'en 2023, il avait été éliminé contre Altmaier. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce match complètement dingue. Je crois que c'était en 5-7. Enfin, oui, c'était en 5-7 après justement un duel légendaire au 2e tour. Donc voilà, Sinner, il a un petit peu de difficulté à Roland Garros avant cette fameuse finale de l'année dernière. Mais voilà, cette année, je pense que c'est pour lui encore. Pour une premier titre. Je vais pas faire une réflexion con, mais si Sinner va en finale, il ira pas en finale tout seul, il y aura un mec contre lui, et puis la finale, c'est un truc tellement galvanisant qu'à tout moment, peu importe qui sera contre Sinner, il voudra autant gagner que lui, voire plus, et le public sera soit avec Sinner, soit contre Sinner, mais ça peut être une belle réaction, ça aussi. Exactement, le public c'est français. aussi, c'est ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Hein. Sinner, il gagnera pas le tournoi tout seul, donc au bout d'un moment, il faudra voir qui sera en finale contre lui. En tout cas, il arrive extrêmement bien armé. Yannick Sinner, il vient de gagner Monte-Carlo, il vient de gagner les 4 derniers Masters 1000. Donc les 3 de ce début de saison, jamais personne n'avait gagné les 3 premiers Masters 1000 d'une saison depuis leur introduction en 1990. Il a aussi gagné Paris, le dernier de la saison
dernière. Il est sur 4, il peut faire le 5 à la suite. C'est du jamais vu. J'ai cherché, il y a eu des 4 à la suite de Novak Djokovic et de Rafael Nadal lors de leur grande époque, début des années 2010. Mais ce qu'il fait est exceptionnel. Et si Sinner gagne ce tournoi de Madrid et le prochain à Rome, qui est quand même chez lui, qui tient aussi à gagner avant d'arriver à Roland-Garros, il aura déjà complété le Masters 1000 en carrière. Il aura gagné les 9 différents tournois de Masters 1000 en 10 trophées potentiels, il a déjà doublé Miami, mais sinon il aura gagné une fois chacun et 2 fois Miami. Ça paraît aussi, ça pourrait être, et donc peut-être enchaîner avec Roland-Garros, ça serait c'est plus n'importe qui là. Ça faut en acheter une deuxième. Là, il est en mode rouleau compresseur un peu. C'est fantastique. Et j'en ai encore plein des stats, mais on va prendre une pause. Et on arrive déjà quand même dans les dernières minutes de cette émission. Qui marquait tant de pauses. Je parlais d'Arthur Fils, qui continue de briller à Madrid et qui pourrait peut-être croiser Yannick Sinner et qui pourrait peut-être l'embêter d'ici Roland-Garros. J'ai eu une petite interview où il a des journalistes là en début de tournoi lui demandaient quelles étaient les musiques dans sa playlist, ce qu'il écoutait avant d'entrer sur le court. Et j'ai bien aimé sa proposition. Guy de Besbar, Rosé, c'est un des sons qu'il écoute, lui. Je vous propose qu'on découvre et qu'on se mette dans la peau d'Arthur Fils. A tout de suite. De retour en direct sur Radio Campus Lille, c'est à l'instant Guy de Besbar Rosé dans le Campus Sport Club. On est de retour pour la fin de cette émission et le temps additionnel entre guillemets avec une prochaine chronique. On est avec François qui était sur le terrain ce week-end et qui était au chevet du LMTT, Lille Métropole Tennis de Table. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé la semaine passée avec un moment quasi historique pour le club nordiste. Et oui, on était à Lille où l'histoire est en train de s'écrire. Après avoir assuré son maintien en Pro B, le Lille Métropole Tennis de Table disputait mercredi dernier la première demi-finale européenne de son histoire en Europe Cup face aux Espagnols du Real Priego. Et l'atmosphère en disait long. Une salle pleine et une métropole qui vit au rythme du tennis de table ces derniers mois. Après avoir accueilli le WTT Feeder en février et l'Open de Lille en avril, la MEL, parrain de ce match, continue d'affirmer son ambition, faire de la capitale des Flandres l'un des nouveaux territoires forts du ping européen. Et cette ambition, elle est bien plus qu'organisationnelle, car sur les tables, une jeune génération lilloise est en train de se construire. Mathis Prudhomme, coach du LMTT, a affirmé les ambitions lilloises de se hisser en finale. Un peu différentes en l'air de jeu, donc on va essayer d'en tirer parti. Nous on les connaît les conditions, j'espère qu'ils vont avoir un peu de mal avec. Et puis forcément il y aura du public, donc on va essayer de pousser. Et après, eux, ils auront le retour à domicile, donc faut qu'on prenne une bonne option ce soir. Romain Brard a débuté face aux Suédois, Hampus Sunderland. Après avoir concédé les 2 premiers sets, il est revenu à 2-1, mais le 4e set, accroché jusqu'à 10 partout, lui a échappé de peu 12-10. Malheureusement, défaite 3-1, la faute à une entame de match loupée. Pour le 2e match, Fabio Racotto affrontait un monument européen du ping, l'Autrichien Robert Gardos, 47 ans, ancien 18e mondial, champion d'Europe en double et médaillé de bronze en simple européen. L'énergie de Fabio n'a pas suffi face à l'expérience de Gardos, actuel 206e mondial, qui a expédié la partie 3-7 à rien. Les loups étaient alors dos au mur et tout reposait sur Tom Clossé. Et il a répondu présent. Tenace, il a remporté 12-10 le 3e set et a mené 2 manches à 1 dans la rencontre. L'ambiance battait son plein. Et Carlo Machado a recollé et a poussé la rencontre dans un set décisif en 6 points gagnants. 2 points perdus d'entrée, 3 filets et une balle de match conclue d'entrée par son adversaire espagnol. Et c'est terminé, 3-2 pour Machado, 3-0 pour l'adversaire du soir, malgré que les Lillois aient tout donné. Il n'y a pas eu d'exploit au match retour 3-1 malgré la victoire du Loup, Fabio Racotto contre Machado en Espagne à Priego, scellant l'élimination des nordistes. Le coach, Mathis Prudhomme, a appuyé sur le jeune âge de ses joueurs qui peuvent espérer faire les beaux jours du LMTT, car même dans la défaite, ils ont écrit une belle histoire qui ne fait que commencer. Du bonus au final de jouer cette demi, parce qu'on est maintenu en Pro B, donc ça nous a permis de nous alléger un petit peu. Et puis ouais, même là, comme on a des jeunes, finalement, c'est de l'expérience en plus pour eux. D'autant plus que juste avant le coup d'envoi, un représentant du club a tenu à saluer les récents événements dans de superbes loges, je tiens à préciser franchement, avec de super bonnes spécialités italiennes, franchement on s'est régalé. Mais bref, on va pas s'égarer, car après avoir remercié l'ensemble des bénévoles, l'allocution a laissé place à une belle exclusivité. On est en discussion avancée avec la Fédération française et la WTT pour franchir
un niveau supérieur sur l'organisation. On était en feeder, donc là, l'échelon numéro 5 des WTT, donc de ces événements internationaux. Et là, on devrait passer en contender. On attend des infos officielles de la fédération et la WTT, mais en tout cas, on est plutôt confiant pour que ça se fasse assez rapidement. Alors un contender, ça implique plus de moyens avec un prize money beaucoup plus élevé. Au feeder, c'était aux alentours de 30 000 euros. Et là, ça pourrait monter jusqu'à 100 000 euros, voire plus, ce qui va attirer beaucoup plus de grands joueurs du top 100 mondial. Au VTT feeder, il y avait déjà eu Flavien Coton, Jules Roland et Thibaut Poré qui avaient été au feeder, qui avaient été un succès. Mais là, ce sera encore plus un appel de phare pour les meilleurs joueurs français au-delà du top 30 mondial, qui était la limite du feeder. Ça va permettre une meilleure visibilité en accueillant des joueurs mieux classés, en plus de reconduire certains joueurs comme Flavien Coton, qui est passé 23e mondial, et Thibaut Poré, passé 26e mondial, qui pourront grappiller encore plus de points pour améliorer leur classement mondial. Lille va rayonner dans le ping encore plus qu'elle ne l'est déjà, vu que ce contender, qui s'ajoute au WTT champion de Montpellier, le tournoi référence du tennis de table en France, au 2e échelon de tête, ce contender sera une première en France, ce qui va faire de Lille la place centrale du ping mondial quand ce tournoi aura lieu. Ouais, c'est vrai que ça a l'air intéressant. On y était au WTT Feeder. Je vous invite à aller sur le compte Instagram du Campus Sport Club, le CSC. On avait couvert l'événement avec Aubin et Gaëtan, notamment, qui avait fait un superbe travail. Et en hors-série aussi, on avait accueilli l'un des très bons joueurs français du tournoi. Merci François, en tout cas, de t'être déplacé, d'être allé voir nos petits amis lillois qui, du coup, on le rappelle, ont été éliminés de cette demi-finale de l'Eurocoupe. Allez, on va finir cette émission tranquillement. On approche de minuit pétante. Place, bien sûr, à vos traditionnels rendez-vous, les immanquables. Foot, basket, rugby. Pour savoir quoi regarder de cette semaine chargée, restez branchés sur le CSC. Et pour débuter ces immanquables, partons sur le basket avec la suite, Maxence, du premier tour des playoffs NBA. Ouais, la qualification pour les demi-finales de conférence Ouest des Spurs de Victor Wembanyama peut s'obtenir dès cette nuit, dans 3h30 exactement, sur Beansport 2 au Frost Bank Center de San Antonio. Les Spurs mènent déjà 3-1 face aux Blazers de Portland. Et une victoire sur ce match 5 permettrait de rejoindre les Timberwolves de Minnesota ou les Nuggets de Denver en attente de leur match 6 jeudi. En parallèle, il y a les quarts de finale d'Euroleague. L'AS Monaco sera opposé à l'Olympiakos. Premier de la saison régulière à 20h, jeudi sur Euroleague TV pour un match 2 après leur défaite de ce soir. A noter que s'il faut remporter 4 matchs pour accéder aux demi-finales de NBA, c'est seulement 3 rencontres qu'il faut s'adjuger en Euroleague pour rejoindre le tour suivant. Et on poursuit avec du cyclisme cette fois et le Tour de Romandie qui avait débuté aujourd'hui. Ouais, et elle se poursuit jusqu'à dimanche chez nos voisins suisses. Les étapes sont à suivre à partir de midi sur la chaîne L'équipe ou sur Eurosport 2. L'occasion pour Tadej Pogacar d'enchaîner après son succès sur le Liège-Bastogne-Liège. Attention aux autres favoris qu'on devrait aussi retrouver sur le Tour de France. On peut notamment penser à Florian Lipovic, Primoz Roglic ou encore le français Lenny Martinez. Allez, on avait entamé cette émission avec une folle soirée de Ligue des Champions et le football reste encore vedette demain. Atlético de Madrid-Arsenal, c'est la deuxième affiche des demi-finales allées de Ligue des Champions. Les colchoneros n'ont rien à perdre face aux Gunners parce qu'Arsenal inquiète beaucoup en ce moment avec des prestations pauvres autant en LDC qu'en Première Ligue. Il faut se rassurer au Metropolitano de Madrid demain à 21h sur Canal+ Foot. Et jeudi à la même heure, un multiplex européen est à suivre sur les chaînes Canal+ avec la première manche des 4 demi-finales de Ligue Europa et de Ligue Conférence. En C3, il y a surtout l'affiche 100% anglaise entre Nottingham Forest et Aston Villa, tombeur du LOSC. Et côté C4, on retrouve notre deuxième club français encore engagé en Europe. Strasbourg se déplace sur la pelouse du Rayo Vallecano, à suivre en intégralité sur Canal+. Mais le foot européen ne serait décidément pas qu'aux hommes, Maxence. Effectivement, les féminines d'Arsenal défient OL Lyon pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Les Lyonnaises ont un but à remonter après leur revers 2-1 à l'aller. C'est samedi à 15h sur Disney+. Et on connaîtra l'autre finaliste dimanche avec l'autre rencontre entre le FC Barcelone et le Bayern Munich à 16h30 toujours sur Disney+. Et toujours dans le football, place maintenant à la scène nationale. On approche de la 32e journée de Ligue 1. Elle démarre samedi sur Ligue 1+, avec en ouverture Nantes-Marseille à 15h, puis PSG-Lorient à 17h. Et pour les clubs de la région, Lens se rend à Nice samedi 21h05 pour esquisser un dernier rêve de titre. Et Lille reçoit Le Havre dimanche à 15h pour confirmer le destin européen des Dogs. Œil braqué également sur l'affiche de gala du dimanche 20h45 entre deux autres prétendants au podium. Duel entre l'OL et Rennes. Allez, dernier mot de football, on reste en France avec là aussi la Ligue 2 qui approche de son terme et la 33e journée ce week-end. Ouais, la 33e journée
C'est disputé dans le cadre d'un premier multiplex. Samedi à 20h, les 9 rencontres seront disputées simultanément et diffusées sur les antennes de beIN Sport. Aucun enjeu comptable pour nos clubs du littoral nordiste, déjà maintenus mais trop juste pour la montée. Et pour les Stacks de 3, un nul suffirait face au Stade Levallois pour gagner le titre. Allez, on passe avec un peu d'Ovalie et des Coupes d'Europe là aussi qui ont lieu dans les jours à venir. Et en demi-finale de Champions Cup, Toulon rencontre Leinster à 16h samedi sur France 2 et beIN Sport. Le lendemain, même horaire, même chaîne, l'Union Bordeaux-Bègles affronte Basse sur l'autre demi. Et enfin, il y aura dimanche à 13h30 sur France 3 et beIN Sport 2 la réception des Dragons de Newport pour Montpellier en demi-finale de Challenge Cup. À l'issue de ce week-end, on pourrait donc avoir 3 clubs français en finale des Coupes d'Europe de rugby. Après le basket, ça risque de faire plaisir. Et enfin, après une longue trêve de 4 semaines et plus d'un mois, la F1 revient ce week-end. C'est Race Week, Maxence. Ça se passe du côté de Miami ou Miami pour Théo, après une course sprint samedi à 18h sur Canal+, et un départ du Grand Prix donné dimanche à 22h, toujours sur Canal+. Oscar Piastri avait gagné l'édition 2025, mais Max Verstappen détient le record du tour. Merci Maxence pour cet agenda et les prochains rendez-vous. Il a craqué dans le dernier virage. Voilà, Miami. David Guetta. C'est pas moi. Merci en tout cas pour ça. Merci François pour ta venue ce soir à Dans Théo. Merci à vous. Merci, c'était génial. Calmez-le celui-là, c'est pas possible. Je te mute. Merci à CSE en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Le CSC ça revient prochainement, pas la semaine prochaine en direct en tout cas, mais on reviendra à partir de mi-mai pour fêter tout ça. Théo, je t'ai mute de toute façon. D'ici là, moi je vous dis, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.